Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore le www.nanafm.tg ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La journée mondiale de l'eau observée chaque 22 mars célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau potable et salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6, eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Au Togo, malgré les efforts du gouvernement, l'accès des populations à l'eau potable reste de la croix et de la bannière. Certains citoyens sont obligés de s'adonner au forage. L'eau de forage est-elle bonne pour la santé? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Sani Amidou. Il est ingénieur-chef division assainissement de base. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités pour éclairer la population togolaise sur les problèmes de réduction d'assainissement. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, docteur, aujourd'hui, nous avons de l'eau en abondance, mais est-ce que c'est de l'eau potable? C'est ce qui m'amène à vous demander quelle est la situation de l'eau potable aujourd'hui, quand on parle de l'accès des populations à l'eau potable. Quelle est la situation au Togo? Merci pour cette opportunité. Il faut le dire que la situation de l'eau au Togo est en bonne position. En bonne position parce que nous envisageons déjà les 70% de taux de décès en eau. Donc, les populations qui ont accès à l'eau avoisinent les 70%. Et cela depuis 2019. Et il faut le savoir, à chaque fois, il y a des bases de données sur lesquelles nous nous fondons pour avoir toutes les informations par rapport à l'eau. Et tout récemment, l'année passée, il y a eu une table ronde pour la mobilisation des ressources en eau et d'assainissement pour les objectifs du millénaire pour le développement, où le Togo voudrait arriver les 100%. Parce que déjà, le gros projet que nous avons pu mobiliser tout récemment avec la table ronde amène le Togo en bonne position à pouvoir atteindre ou même être proche de la réalité. Sinon, l'accès c'est 100% qui est prévu à l'horizon 2030. Et nous sommes aujourd'hui en 2023, il peut dire, on a encore 7 ans. Et de gros projets sont en cours pour favoriser l'atteinte des objectifs pour le développement. Alors, quand vous dites la déserte en eau, aujourd'hui c'est à près de 70%. Oui. Vous parlez de quelle eau? Des forages ou de En fait, de quand je parle de la déserte en eau, c'est ce que les communautés ont accès. Et le MIS en 2017 est une preuve qui dit quels sont les types d'eau que les gens ont accès. Donc, d'une manière globale, l'eau potable. Donc, en fonction de tous ces aspects, c'est l'eau que les gens ont. En fait, en milieu urbain, nous avons l'eau de la T2. En milieu rural, nous avons l'hydraulique villageoise. Donc, ces deux eaux sont les eaux qui sont desservies aux communautés. Et c'est ça qui permet de pouvoir apprécier le taux de couverture par rapport à l'eau au Togo. Alors, aujourd'hui, afin de pallier ce problème d'eau potable, certains Togolais préfèrent avoir leur propre forage. La question est de savoir est-ce que ces eaux de forage sont-elles bonnes pour la santé? Ok, bon, c'est une situation de la vie de l'homme, pour ne pas dire que pour l'étendue du territoire. En fait, aujourd'hui, la politique du pays, c'est de donner de l'eau potable en milieu urbain, de donner de l'eau potable en milieu rural et de mettre l'eau dans les écoles et dans les formations sanitaires. Donc, ces aspects, sur ces 4 aspects, et puis en d'autres points, les lieux publics, pour que les gens aient accès à l'eau. Donc, si on prend de façon globale ces niveaux donnés, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a encore le minimum, et encore des éléments à faire, mais la ville de Lomé, ce qui nous fait des soucis, parce que les planifications qui étaient faites ne sont pas encore atteintes. Parce que la démographie étant galopante, et la population grandit comme il le faut, l'eau qui est mise à disposition était insuffisante. Donc dans l'insuffisance que l'eau et les gens avaient, ça a poussé des communautés à pouvoir réaliser leur propre forage pour accéder à l'eau. Or, la situation qui prévaut aujourd'hui, en fonction de la zone où nous nous retrouvons,
la qualité d'eau varie de certains paramètres, à savoir la profondeur de captage de l'eau, le lieu de captage et puis le système de captage qui est fait. Et donc c'est en fonction de tous ces aspects que nous avons des soucis pour la qualité de l'eau que les gens mettent. Il est bon d'avoir l'eau de forage à domicile, mais l'autre élément, c'est de penser si on voudrait le servir aux communautés, il faut apprécier cette qualité. Et donc apprécier cette qualité, c'est de faire des analyses microbiologiques et des analyses physico-chimiques. Parce que c'est sur ces paramètres réels qu'on peut dire que l'eau que je confie à ma communauté est potable. Et c'est ça qui se fait au niveau de la T2 pour l'approvisionnement en eau potable, où nous apprécions ces deux paramètres fréquemment, tous les jours et puis au cours des périodes. Alors, avec le projet LIRA 2030 est piloté par l'Université de Lomé, l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous avez testé un certain nombre de puits et un certain nombre d'eau à Lomé. Alors, quels sont les contenus, quels sont les contenants de ces eaux? Que contiennent ces eaux? Oui, ce que vous venez de dire, je vais vouloir un peu rappeler le contexte dans lequel le travail s'est mené. En fait, vers la basse ville des villes de Cotonou et puis de Lomé, il était question d'apprécier la qualité de l'eau à tous ces points. Et donc, vous voyez, les zones par rapport à Lomé, c'était entre la mer et le lac. Et donc, tous ceux qui sont en bordure du lac. Et à Cotonou également, c'était le souci. Donc, il y avait l'université de Lomé qui devait conduire ce processus avec les services techniques de l'État, dont je faisais partie. On devait prélever, on devait d'abord situer certaines zones de prélèvement, rencontrer les communautés de façon participative et que chacun, en ce qui le concerne, puisse savoir quelle est la qualité de l'eau que nous avons. Et donc, nous avons travaillé de concert avec les communautés. Des puits ont été positionnés, des prélèvements ont été faits et les prélèvements ont été soumis à l'Université de Lomé pour les analyses de physico-chimie et bactériologique. Et nous avons obtenu les résultats que nous avons partagés avec les communautés. Donc déjà, il faut dire, dans ce travail que nous avons eu à faire, nous avons constaté que vraiment, le problème qui se pose, nous avons de l'eau. Mais ce qui a comme problème, c'est la qualité de cette eau. Il se fait que des gens réalisent des ouvrages d'assainissement et qui ne répondent pas aux normes et on finit pollue la nappe d'eau que nous avons dans la maison. Et le constat qui était fait, c'est que dans la ville de Lomé, la plupart des maisons disposent de puits à grand diamètre qu'ils utilisent pour des actions données, pour le besoin de lessive, de nettoyage. Et même d'autres, on a retrouvé que ces eaux étaient utilisées pour la consommation. Et donc, quand nous avons fait des prélèvements, nous avons retrouvé la plupart des eaux qui a des coliformes fécaux, qui sont des éléments fondamentaux qui viennent de la pollution diffuse liée au FSS. Et donc, nous avons travaillé de concert à pouvoir échanger avec les communautés, à voir comment il faut traiter ces éléments. Donc, globalement, il faut dire que l'eau qu'on a est de qualité, mais le mal, c'est que les ouvrages d'assainissement qui s'implantent dans ces zones ne répondent pas aux normes et entraînent la pollution de ces eaux. Donc, c'était la conclusion où nous sommes arrivés. Et il était question de pouvoir promouvoir des éléments sur lesquels nous devons mettre en ces lieux. Donc, le projet n'a pas duré, il a pris fin. Donc, il était question qu'avec nos services, que nous puissions voir quel type d'ouvrage il faut mettre pour réduire l'exposition. Et surtout, la basse ville, vous voyez, la nappe phréatique affleure le sol. Donc, les gens font des forages de 20 mètres, 15 mètres, et ils ont déjà de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable. C'est les eaux de ruissellement. Et par conséquent, ça nous interpelle dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça le constat que beaucoup de forages qui sont réalisés sont captés à des profondeurs non requises et c'est ça qui est en train de faire comme consommation. Et donc, c'est des éléments sur lesquels, factuels, que nous avons pu constater lors des recherches que nous avons eues avec le projet LIRA. Alors, dans ce cadre, vous êtes ingénieur-chef division assainissement de base. Pourquoi ne pas approcher ces citoyens qui ont leur forage et leur recommander ce qu'il faut vraiment faire? Oui, bien sûr. Là, j'ai pu expliquer tout récemment ce qui s'est passé. On avait constaté qu'il y avait une prolifération de forage dans la ville de Lomé. Avec l'ONG EA, un projet a été élaboré avec l'appui de l'Union européenne pour pouvoir faire l'identification des points d'eau forage qui se trouvaient dans la ville. Et on avait estimé un nombre, mais après les recherches, nous avons trouvé jusqu'à plus de 3000 forages qui étaient réalisés dans la ville de Lomé. Et donc, ce forage avait bénéficié des prélèvements avec l'université de Lomé notamment,
Et à la suite, il était question de pouvoir accompagner les gens. Le problème qui se posait, c'est qu'il fallait traiter les forages à la source, c'est-à-dire dans le polytank, avant de pouvoir distribuer. Les gens, de façon, regardant le gain, n'ont pas pu continuer à faire le traitement des points d'eau, de ces points d'eau avant la mise. Nous avons fait des expériences, nous avons accompagné les communautés, mais au finish, les gens ont relâché. Mais c'était en fonction de l'arrêté interministériel qui existe entre la santé et puis le ministère des Finances. Il était question de mettre en application ces tests-là pour réglementer et accompagner les gens à améliorer cet état de choses. En fait, le plan qui s'opposait, c'est que, comme je l'ai dit, la population galopante, Lomé n'a pas une quantité acceptable de l'eau, et donc les gens sont obligés de retourner à ces forages pour pouvoir faire. Aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits pour vraiment amener une quantité importante d'eau à desservir aux communautés. C'est l'occasion d'interpeller tous ceux qui ont des forages, vraiment, que ça reste des forages de maison, pour éviter qu'on expose plus nos communautés. Parce que sachant que l'eau est l'élément fondamental pour la santé de l'homme. Donc c'est elle qui apporte les nutriments et c'est elle aussi qui fait le bon fonctionnement du corps humain et régule notre température, favorise l'élimination des déchets et des toxines. L'eau est indispensable à notre santé. Elle représente 60% de notre corps. Vous comprenez déjà? Si elle est de qualité douteuse, vous voyez, l'élimination des toxines, comment ça va se faire? Donc, tous ces aspects nous interpellent à ce que nous fassions mieux pour éviter que tout ce qui rentre dans notre corps sorte facilement. Vous savez, en matière de l'homme, le dernier rempart. Le dernier rempart parce que même tous les aliments que nous consommons, l'homme garde. Là, il y a le problème de bioaccumulation chez l'organisme de l'homme. Et des fois, vous vous rendez compte que nous avons aujourd'hui des maladies comme on appelle le cancer et autres choses qui arrivent. Et en saison des pluies que nous sommes, vous constatez déjà, c'est la période où nous avons des problèmes de maladies diarrhéiques. Et ces maladies diarrhéiques sont plus fréquentes en saison des pluies. Alors, on va en revenir. Okay. Mais aujourd'hui, on sait que ceux qui produisent l'eau à des fins commerciales, ceux qui produisent les puretas, il y a une profondeur requise qu'il faut atteindre. Alors, pourquoi ne pas imposer cette profondeur-là à tous ceux qui font les forages au sein de la communauté? Oui, c'est vrai, c'est un aspect. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des zones qui sont en bas de la ville, comme on l'a dit, on ne fait plus de forage de production qui est vendu. Jamais. Même en puretas, il n'y en a pas. On a renvoyé tous ces gens. Donc la plupart des choses se retrouvent au-dessus du plateau. Donc prendre depuis le lycée pour aller vers Agoye et consort. Vous savez, dans la zone d'Agoye, par exemple, pour capter une eau potable, il faut aller à plus de 100 mètres. 100 mètres pour avoir au moins une eau qui est un peu acceptable. Mais l'idéal, dans certaines zones, vous allez jusqu'à 400 mètres pour capter le paléocène. Et donc tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte pour pouvoir améliorer. C'est pourquoi, si vous constatez dans le comité interministériel qui s'occupe de l'eau, il est question d'apprécier la qualité de l'eau. Apprécier la qualité de l'eau et puis de donner la stratification des différentes couches qui ont traversé l'eau avant d'atteindre l'eau qui est en train d'être faite. Et donc, par conséquent, c'est ça qui nous oriente à pouvoir dégager ou bien laisser des gens continuer à produire l'eau dans certaines zones. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment très important et nous suivons ça dans les actions. Donc le ministère de l'eau qui donne le jeu de prélèvement d'eau tient beaucoup compte et nous aussi en santé, nous voudrions voir quelle eau a été captée pour pouvoir et donner aux communautés pour éviter que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a le problème de physico-chimie, il y a certains nitrates, des nitrites qu'on retrouve dans certains aussi, la profondeur n'est pas requise et par conséquent qu'il y a des effets néfastes sur la santé de l'homme. À côté, vous avez également aussi les problèmes microbiologiques. J'ai parlé des salmonelles. Vous pouvez trouver des salmonelles dans certaines zones où la pollution est diffuse vers le bas. Et nous pouvons avoir aussi les maladies comme on a présenté, diarrhéiques. Donc, et tous ces aspects-là rentrent en ligne de compte pour pouvoir défavoriser ou bien détruire nos communautés dont il y a la charge. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité, mais après la courte pause. Retour dans le studio de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité. Est-ce que nous avons déjà un auditeur? Nana FM, allô? Oui. Allô. Oui, bonjour Pélé. Bonjour. Comment allez-vous? Je crois que la pluie peut s'appuyer encore. C'est clair. C'est bien.
Oui. Voilà. Et moi, je voudrais demander aujourd'hui si le Togo est 4600 km² que nous avons, Allô? et si nous prenons même Allô? Pélé, oui, allô. est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous recevoir? Je dirais, Oui? si nous prenons Lomé, Hmm. quartier de Kota, Oui. qui depuis 90 n'a pas le quota, ça dit à quoi? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la géographie de Lomé de Kota qui permettre à cette quartier-là de ne pas avoir de l'eau potable, l'eau de la pompe. Si je prends la ville de Télier, s'il n'a pas l'eau potable, ça dit à quoi? Je peux poser la question à Sonia Pélé, au président de la République. Si Télier n'a pas de l'eau, c'est grâce à quoi? Si c'est potable, ce quartier-là, si le château de Gilbert, nous pouvons plus de 1986. Parce que c'est depuis le 50 que ce grand château-là, c'est que depuis on ne peut plus le réaménager, ça dit à quoi? Donc maintenant, la seule question que je vais poser à notre invité est Oui. que Oui. pour hier, aujourd'hui, si nous prenons 4 milliards pour faire une élection régionale, est-ce que le peuple a demandé de l'eau potable? Laquelle priorité notre invité peut nous servir? Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, avant que d'autres auditeurs... Ok, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed. Michel, comment allez-vous? Allez-y. Bonjour à l'invité. Par rapport à son argumentation tout à l'heure et le développement sur la qualité des eaux, surtout au niveau des zones proches des lacs, j'ai l'impression qu'on se focalise tellement sur les eaux de consommation au domicile, surtout les forages. Mais la qualité même des eaux que les gens nous vendent, qui est de Pure-Water, qu'est-ce qu'ils pensent de ces eaux? Parce que en réalité, l'eau qu'on doit boire, c'est de l'eau potable et non de l'eau purifiée avec des additifs alimentaires qui sont aussi très dangereux pour la santé. Et ce problème au niveau de ces zones de lac, moi je pense que ce n'est pas seulement dû au fait que les gens se sont dédiés pour réaliser leur forage, mais c'est seulement que l'État n'est pas présent en ce qui concerne la fourniture de l'eau. Il y a des quartiers comme Kota par exemple où les gens font presque 3 semaines pour pas d'eau. Comment est-ce que vous pouvez résoudre un problème de ce genre et créer un autre problème plus grave? Au moins si on solutionnait la fourniture de l'eau, au moins ça pouvait diminuer ainsi donc l'effort des gens de vouloir toujours réaliser des forages. Donc voilà mon inquiétude et ma question. Qu'est-ce qu'ils pensent de la qualité de ces eaux de Pure-Water qui traînent dans les rues partout? Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, bonjour. Ça va bien et vous? Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. D'accord. Les eaux, je salue l'invité. Bonjour l'invité. Bonjour. Est-ce que moi, dans tout ce que vous dites, ce n'est pas la démission de l'État? La démission de l'État, l'eau de la DDE, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc les gens, les forages là, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. À 40 mètres, à 15 mètres, les gens ont de l'eau chez eux. Et c'est ça qu'ils vendent à toutes l'heure d'alentour. Mais vous ne pensez pas que c'est la démission de l'État? Moi, au lieu d'épingler qui que ce soit, quand il y a de tels sujets, il faut qu'on ait la lucidité de savoir que
c'est notre État qui a démissionné. L'électricité, l'eau, tout ça là, c'est un pays entier. Merci beaucoup. Moi, je ne comprends pas. Merci. Pourquoi est-ce que nous saignons Merci. en train de dire ce qu'on doit dire? Merci à M. Basile. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Allô, bonjour, monsieur Robert. Monsieur Gallo, bonjour. Monsieur Samy, bonjour. Bonjour, M. Gallo. Vous savez, ce service est un grand service. L'État l'a rendu indivisible. Vous savez, ce n'est pas seulement faire de l'eau. Ils doivent avoir leur propre police. Au Ghana, on les appelle Town Council, Town Council. Dans le temps, il y a des gens, ils rassemblent des maisons pour voir s'il n'y a pas de idées, même ils mettent des produits. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Ce n'est pas leur faute. Moi, je me demande, monsieur Samy, vous travaillez avec quel budget même? C'est très service parce que votre santé passe par là. Vous travaillez sur quel budget? Bonjour, monsieur. Et bye-bye. Merci à M. Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. Mais avant que ces deux auditeurs n'appellent Pélé, qui a cité le quartier Bekbota et la ville de Thiélié. Depuis, pour Bekbota, il dit depuis 1990, il n'y a pas de l'eau potable. Thiélié, il n'y a pas de l'eau potable. M. Sani, quelle est la situation et quel est le souci? Merci aux auditeurs qui viennent de poser des questions. Vraiment, je pense que le sujet est pertinent. Et je mesure aussi, enfin, la situation que des gens vivent par rapport à l'eau. Il faut le dire, depuis les OMD, où nous devons mobiliser des ressources pour réaliser beaucoup d'éléments, les éléments n'ont pas pu accompagner ce qui était. Et chaque domaine a ses priorités. Et en fonction des priorités, c'est de fournir de l'eau potable aux communautés. Et le gouvernement fait ce qu'il pouvait en cette période. Au même moment, il faut comprendre aussi qu'il y a la population galopante qui nous suit. Et les populations qui étaient planifiées dès lors, ce n'est pas les mêmes populations que nous avons aujourd'hui. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a un peuplement très fort. Et ce qui devait être accompagné n'a pas pu accompagner parce qu'il n'y avait pas de partenaire pour accompagner. En fait, l'État a ses priorités. Et l'État fait ce qu'il peut réellement faire. Mais le domaine de l'eau, c'est des priorités de l'État. Mais il faut des partenaires pour accompagner. Parce que l'État a des priorités et puis des limites sur lesquelles il ne doit pas dépasser. C'est ça que les gens doivent se dire. Il ne faut pas se lever et dire que je donne seulement l'eau. Il y a les salaires qu'il faut payer. Il faut s'occuper enfin, de l'électricité. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels, quand nous allons pour l'arbitrage budgétaire, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que l'État doit faire. Mais les partenaires devaient accompagner. Vous pouvez déjà constater, avec la société, quand la Banque mondiale est rentrée dans la société, aujourd'hui, les facilités sont... Donc, c'est ce que l'État vient de faire pour mobiliser des partenaires, pour pouvoir faire une couverture. Et donc, c'est sur ces aspects que nous sommes en train d'évoluer. Donc, il faut remercier. Vraiment, l'État est conscient qu'il a besoin d'éléments. Tout est nécessaire et tout est prioritaire. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits. Donc, il faut que chacun y accepte et compatir pour les situations. Parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est les planifications qu'on avait. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes dans le budget programme où on vous demande les résultats. Tous les mois, vous devez donner les résultats de vos actions. Et on vous met les ressources pour pouvoir travailler en fonction de ça. Et vous devez mobiliser les partenaires pour accompagner, pour qu'il y ait une visibilité. La preuve, on était à Abidjan la semaine passée pour le Forum mondial de l'eau, pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc il faut dire aux gens de bain, bientôt une solution sera prise parce que vous avez vu que de grands tuyaux qui sont en train d'être aménagés dans la ville de Lomé pour apporter un débit important pour que la sensibilité soit. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une petite quantité d'eau où la pression est mauvaise. C'est ce qu'on est en train de vivre dans la ville de Lomé. Donc les sanctions doivent avec des grands tuyaux pour que la pression de l'eau à la base soit acceptée. Donc accepter comme il le faut et à petit coup, nous allons réguler les situations. Alors, Pélé qui vous demande 7 millions pour les élections et 7 milliards. Ça aussi, tout est lié. Il faut qu'ils comprennent. Sans élection, il n'y a pas de vie. Il faut qu'au haut lieu de l'État, il y ait des gens qui doivent continuer par diriger. Un pays qui ne fait pas d'élection n'est pas un pays démocratique. Et c'est ça des éléments sur lesquels on nous évalue. Et donc ça demande à ce que vraiment tous les éléments, tous les 5 ans, on doit évaluer. La preuve aujourd'hui, nous sommes dans la communalisation. Nous sommes déjà depuis 2018 à ce jour. Donc la communalisation est en train de faire ses preuves et ça va aider à pouvoir améliorer la gestion. Il y a une commune qui est en baie,
qui doivent s'occuper parce que leur devoir, c'est de s'assurer quel est le taux d'eau par rapport à ma zone. Qu'est-ce que je fais pour accompagner mes communautés? Au chef, c'est eux qui iront vers l'État, faire le plaidoyer, voilà ma communauté n'a pas de l'eau. Et c'est sur cette base que l'État va mettre des priorités en fonction des zones. Donc je pense que M. Pelé, c'est pas tard, bien viendra parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'acharne parce que les ODD, tous les pays répondront. Et donc c'est par rapport, comme je le disais, il y a le Dual Monitoring Programme qui donne les évaluations de chaque État et à chaque période pour le monde entier. Et nous nous suivons. On sait ceux qui vont atteindre, ceux qui ne vont pas atteindre. Alors, Monsieur Michel qui vous demande, aujourd'hui, le problème de l'eau, ce n'est pas seulement dans les ménages, mais la qualité de l'eau en sachet que nous buvons tous les En fait, le problème de qualité de l'eau dans le sachet, il faut que les gens comprennent. Les eaux en sachet sont bien suivies. Il y a beaucoup d'actions derrière la chose. Depuis 2015 ou bien 2013, il y a un comité interministériel qui est mis en place pour conduire le processus. Et ils sont suivis chaque mois. Et ils ont des éléments de contrôle qui se font dans chaque zone. Et ça permet à chacun de savoir quelle est la qualité de l'eau en sachet. En fait, quand on dit l'eau en sachet, là, on ne va pas trouver des microbes dans ces eaux de sachet. Si on fait l'analyse microbiologique, ça peut être lié seulement à la manipulation des germes mésophiles qu'on peut retrouver dans ces germes. Mais physico-chimie, on suit ça aussi beaucoup. Peut-être à la rigueur, quand il dit les minéraux, c'est certains minéraux qui sont diminués et que de temps à autre, les services techniques rappellent aux gens de pouvoir se conformer pour que ça respecte les normes. Sinon, en matière de sachets, en matière d'eau embouteillée, il y a un suivi qui est conséquent. Et même on donne des agréments à des sociétés. Et tous les 6 mois, on suit et on refait beaucoup d'analyses avant de donner le certificat de salubrité qui est l'élément fondamental que le ministère de la Santé a créé. Alors, quand il parle de la qualité de l'eau, il y a des lots qui sont purifiés avec des additifs alimentaires. Est-ce que dans le suivi et évaluation, est-ce qu'il y a de ces aspects qui sont contrôlés? En fait, les additifs alimentaires, c'est pas... C'est comme on parle de l'eau, si je peux donner un exemple. Rarement les additifs alimentaires ne doivent pas faire partie de la qualité de l'eau minérale. Parce que l'eau minérale, c'est une eau saine qui contient les minéraux et qui est bon pour la consommation humaine. Mais quand ça rentre dans l'additif alimentaire, ça devient un autre élément. Et donc ce n'est plus l'eau minérale. Donc je pense que c'est ces éléments sur lesquels nous devons focaliser, comprendre la valeur d'une eau minérale et que les autres additifs alimentaires et que nous devons vraiment veiller. Alors, M. Basile qui parle de la démission de l'État, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau de la TDE, ça rejoint pratiquement la dernière partie de la question de M. Michel. Oui, il ne faut pas que les gens pensent que l'État démissionne. L'État a beaucoup de prérogatives. L'État fait beaucoup de choses. Donc il faut encourager l'État. Moi qui parle ici, je suis payé par le gouvernement togolais. Si à la fin du mois, je ne sais pas, mon salaire, ça serait un gros souci. Donc c'est les priorités. L'État a des priorités sur lesquelles il doit travailler. Et c'est ces priorités que vraiment l'État prend. Et en fonction de ça, il négocie. Il fait les plaidoyer au niveau des partenaires pour l'accompagnement. Vous savez, aujourd'hui, l'accompagnement, ce n'est pas facile. Et il faut mobiliser certains partenaires. Aujourd'hui, au plan mondial, il y a des partenaires qui sont... Ils ont partagé les partenaires en fonction des zones. Et chaque partenaire intervient sur des domaines précis. Donc aujourd'hui, en matière d'eau et d'assainissement, c'est aujourd'hui le chef de file, c'est la FD. Et avec des gros projets, il faut aller avec l'Union européenne. Donc vous venez de voir qu'avec l'Union européenne, beaucoup d'efforts ont été faits. Et puis en matière de gouvernance, vous avez vu, l'État a créé au niveau de l'eau deux éléments. Il y a la T2, la Société des eaux, et la SPO. La SPO, c'est elle qui est chargée de faire du patrimoine. C'est elle qui réalise tout ce qu'il faut et met à la T2 pour l'exploitation. C'est des efforts du gouvernement, ça. Sans ça, aujourd'hui, si c'est la T2 qui devait faire l'exploitation, et maintenant, elle devait faire la production en eau potable et créer l'exploitation, ça serait un gros souci. Donc, c'est que l'État trouve déjà des moyens sur lesquels on peut vraiment faire pour pouvoir améliorer. Et la preuve, j'ai dit, avec la table ronde, des milliards sont mobilisés pour vraiment conduire le processus. Et Lomé est la priorité des priorités. Et donc, je pense que dans les prochains jours, ça peut aider à mieux voir le système. C'est pourquoi on dit chaque année, le 22 mars, c'est pour sensibiliser les communautés. Puis, on a de l'eau, mais les gens, ils polluent cette eau. Il ne faut pas aussi non négliger. On risque un jour qu'on ait de l'eau, mais il faut investir beaucoup pour la rendre propre. Et donc, c'est pourquoi nous sommes en train de dire, surtout la basse ville de Lomé, où l'eau, vous voyez, l'eau devait être acceptable, mais les conditions d'assainissement font que l'eau devient polluée. Et nous devons travailler sur ça. C'est pourquoi tous ces aspects-là, ils sont là. Alors, par rapport aux questions de M. Garo, qui pense que vous avez
vous travaillez dans un domaine qui est, on ne peut plus capital, mais on l'a rendu invisible? Bon, ça dépend. C'est peut-être des gars qui constatent ça. Sinon, les services les plus déconcentrés ou bien décentralisés, c'est nos services. Et ils sont partout. Mais le plaidoyer est en train d'être fait mieux encore parce que le gouvernement fait ce qu'il peut faire pour que nous puissions avoir les moyens pour pouvoir travailler. Et le plaidoyer est toujours en cours parce qu'aujourd'hui, notre ministre de la Santé met beaucoup d'efforts et négocie beaucoup pour notre département pour que beaucoup de choses se passent. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Maouko. Maouko, vous nous appelez de? À Tiégou. Oh, monsieur Maouko. Oui. Oui. Plusieurs fois, la TDC D'accord. C'est tout? Oui. Merci beaucoup à vous, monsieur Maouko. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Alors, docteur, monsieur Maouko Datiego qui dit que chaque fois qu'ils mettent de l'eau dans les bassines, il y a des dépôts au fond de la bassine. Oui. Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Oui, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, dans la production en eau potable, il y a un système. Le système, quand on fait le branchement, il y a le débit de réseau, le milieu du réseau et le fin de réseau. Ça dépend de là où il se trouve. Et là où il se trouve, il peut arriver qu'il est en fin de réseau. S'il est en fin de réseau, vous comprenez, en fait, dans le traitement de l'eau, il y a du chlore qui est injecté pour pouvoir éliminer les déchets dans le circuit. Et par conséquent, en fin de réseau, on peut avoir des soucis. Parce que tout ce qui est cool va retomber vers là. Et si vous êtes en fin de réseau, vous avez la malchance d'avoir que des dépôts. Et donc, les purifications aussi, le lavage dans les tuyauteries, tous ces aspects rentrent en ligne de compte. Et je pense que peut-être avec le temps, si les pressions s'améliorent, on va pouvoir gagner par rapport à ces aspects. Et donc, il faut lui dire que ces dépôts, bon, ça dépend de là où ils se retrouvent, que je peux toujours dire par rapport à ça. Ce n'est pas dangereux pour la santé? Bon, il fallait que des prélèvements, c'est des prélèvements qui vont nous dire la qualité de cette eau, qu'est-ce qui est en reste, et ces dépôts sont de quoi. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on peut apprécier cette qualité. Nous avons un dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Jean-Paul depuis enfant. Agbeko d'enfant, mais oui, monsieur Agbeko, vous avez la parole. Souvent, sur la partie de la TDI, il y a certains frais qui sont appliqués, comme par exemple la location, entretien compteur, ainsi qu'une coût générale qui est souvent appliquée. Bon, c'est quelque chose ce sont des frais que moi je n'arrive pas toujours à comprendre. Monsieur Agbeko. Puisque allô? Avant d'avoir l'eau chez nous avons payé pour ces compteurs-là. Allô? Allô? Oui. Le docteur Sali n'est pas agent de la TDE. Donc, si votre question ne cadre pas avec le thème du jour, il est impossible qu'il vous réponde. Ce n'est pas un agent de la TDE? Non. Je ne suis pas de la TDE. Ministère de la Santé. Merci beaucoup à M. Agbeko. Alors, aujourd'hui, que recommandez-vous pour que ces eaux de forage que nous avons un peu partout, que ces eaux soient buvables et que ça ne soit pas dangereux pour notre santé? Ok, merci beaucoup. Il faut le dire. Nous avons fait des recommandations lors des évaluations suivies. La dernière fois dans la ville de Lomé, ce qui était fait avec l'Union européenne, on avait acheté des kits de présomption pour pouvoir suivre la qualité de l'eau dans les ménages et dans les lieux publics, et surtout au niveau des forages. Et donc, il est question qu'après les prélèvements et ce que nous avons constaté, nous avions recommandé l'utilisation du chlore pour le traitement. Donc, depuis le polytank, surtout le polytank, on avait recommandé des gens de disposer des taux de chlore et mettre en fonction de la quantité d'eau, traiter ces points d'eau avant de distribuer.
les gens ont commencé et n'ont pas avancé. Mais c'est de réitérer que vraiment tous ceux qui veulent vendre leur eau, qu'ils utilisent le chlore. Parce que nous avons des appareils maintenant, nous serons sur le terrain pour apprécier le chlore résiduel dans les eaux qui sont en train de vendre, pour permettre à nos communautés de boire de l'eau de qualité. Tout récemment, nous avons été dotés de matériel pour suivre la qualité de l'eau. Et donc, dans tout le Togo, nous aurons affaire, tous ceux qui ont forage privé, nous devons apprécier. Eux-mêmes peuvent déjà aussi faire des prélèvements pour nos services. Nous avons le rapport de référence comme l'INH qui est disponible pour pouvoir faire le suivi de ces eaux. Et en fonction de ça, ça permettrait de s'assurer que l'eau qu'on met à la communauté est de qualité acceptable. Et donc, c'est sur ces aspects vraiment que je réitère. Et nos communautés aussi, elles aussi, il y a deux méthodes. Si celui qui vend n'arrive pas à introduire du chlore dans l'eau avant de consommation, il est recommandé dans nos ménages respectifs de pouvoir avoir une bassine à eau dans laquelle je mets mon eau et chaque fois je renouvelle avec mes comprimés de chlore et ça sert pour la consommation. Et ça aussi, c'est réel pour cette période de saison de pluie, que toutes les eaux qu'on doit boire, qu'on puisse avoir un lieu adéquat. Parce que des recherches poussées ont montré que l'eau à la source est de qualité acceptable, l'eau au transport commence à se dégrader et l'eau dans la jarre est une situation de grave parce que on ne sait pas où on met cette eau. Or, l'eau qui rentre dans le corps, je l'ai dit, c'est elle qui fait beaucoup pour notre corps. Donc, elle doit être potable pour éviter que les gens soient exposés. Et donc, en cette période de saison de pluie, nous recommandons que chacun, surtout dans les zones où l'inondation est forte, que des gens fassent des efforts pour avoir une eau destinée pour la consommation et qui doivent retraiter. En fait, on a des comprimés accordables, un comprimé pour 25 litres et qu'on peut facilement utiliser avec un seau de 25 litres et renouveler tous les jours. Et ça va permettre seulement pour la consommation, surtout pour les enfants, parce que des substances chimiques, si ça se trouve, ça peut entraîner beaucoup de choses pour le nanisme chez les enfants. Et chez les femmes enceintes, ça a des effets sur le fœtus. Donc, tous ces aspects-là liés demandent à ce que beaucoup de fois soient faits par rapport à ça. Et donc, les populations, il y a, comme je l'ai dit, alternatives que au niveau ménage et qu'au niveau de celui qui est en train de fournir. Parce que si l'autre traite, ça permet à la communauté de ne plus traiter. Parce que si l'autre ne traite pas, il faut que la population y traite pour faciliter à la communauté de boire de l'eau potable. Alors, nous sommes en début de saison pluvieuse. Oui. Au niveau de la direction assainissement de base, qu'est-ce qui a été fait pour que, en amont bien sûr, pour que nous ne connaissions pas des cas de maladies diarrhéiques que nous avons l'habitude de connaître chaque saison de pluie? Merci. Donc, vous avez constaté tout récemment, la plateforme de risque catastrophe a rencontré le Premier ministre, la Première ministre, pour échanger sur les aspects de gestion des inondations. Et donc, chaque ministère clé, notre ministère a déjà présenté le cahier de charge. Donc, nous avons planifié tout ce que nous pensons au cas où, parce que chaque année, on nous demande de planifier, au cas où il y a 2000 personnes, au cas où 3000 personnes sont exposées, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, après, quand il y a une inondation, il faut d'abord enlever l'eau, il faut désinfecter, il faut maintenant amener le traitement de l'eau, et puis maintenant, suivre les malades s'il y a trop de cas qui sont sinistrés, qu'il faut les déplacer. Donc, tous ces aspects sont déjà planifiés et sont sur la table du gouvernement. Et donc, les activités de communication que nous sommes en train de faire commencent déjà à alerter tout un chacun que bientôt, il peut y avoir des situations. Parce qu'au fait, le changement climatique, nous, on n'a pas de force sur le changement climatique. Ça, c'est lié aux planètes. La preuve, le docteur de la météorologie a présenté tout ce qui doit être les planifications futures par rapport à l'eau. Et donc, par conséquent, nous, le gouvernement, tous les acteurs doivent se mobiliser pour vraiment faire un effort pour pouvoir attendre ou bien arriver à pouvoir aider les communautés à ne pas être exposées devant les situations qui vont prévaloir. Mais ce qui est important, l'eau de boisson doit être une eau de qualité, une eau potable et qui permet de vraiment lutter, garder efficacement la santé. Si vous avez un message sûrement à l'endroit des populations, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Ok, merci beaucoup. En fait, quand on est en période de pluie, les maladies émergentes, c'est le choléra. Il faut que nous puissions échanger beaucoup
quiconque fait une diarrhée de plus de 3 fois, déjà, il faut vraiment aller directement dans un centre de santé pour être pris en charge et puis améliorer tout ce qu'on doit consommer. Avec la curiosité, vous voyez, quand il pleut déjà, il y a beaucoup de plantes qui sortent et puis les gens veulent tout ramasser et ils veulent tout manger. Et ils ne pensent pas à laver, à améliorer tout ce qu'il y a. Donc, c'est dire aux gens que de prendre les dispositions nécessaires vraiment pour être vigilant. Parce que la transmission des maladies, c'est très facile et que tout de suite on peut faire une diarrhée et on peut mourir à la suite de cette diarrhée. Donc, c'est ces éléments-là sur lesquels, au niveau de la santé, au niveau de l'assainissement, nous faisons beaucoup d'efforts. J'ai également parlé aussi des ouvrages d'assainissement. Il faut vraiment que nous puissions vraiment améliorer nos systèmes d'assainissement. C'est ça qui est en train de polluer l'eau. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font pas. Vous allez voir qu'encore à Lomé, nous avons encore des guépons. Les guépons n'ont pas leur place. Les guépons doivent disparaître dans la ville de Lomé. En milieu urbain, il faut aller vers les fosses septiques. Et puis les fosses étanches. Parce éviter que l'eau soit et les fessées soient en contact avec l'eau. Or, quand il y a contact avec l'eau, il y a diffusion. Et par conséquent, c'est la maladie. Tout ce qui se trouve dans notre ventre, c'est ça qu'on retrouve un peu dans l'eau et on est toujours exposé. Bon, nous sommes en train de remercier tout un chacun. Il faut toujours alerter. Si l'alerte est précoce, plus on peut prendre des dispositions. C'est pourquoi vous pouvez voir. Déjà, nous savons la situation des pluies qui doivent arriver avec la météorologie. Et il y a des crosseurs qui sont là, qui sont préparés et qui sont prêts à pouvoir réagir en temps voulu et en temps normal. Donc, tous ces aspects, je pense que nous devons vraiment en tenir compte. Et les populations doivent participer effectivement. Vous avez constaté dans le projet LIRA, vous avez vu les chefs de famille, il y a vu les chefs religieux, tout le monde a participé pour qu'on puisse diagnostiquer réellement le problème qui est là. Et aujourd'hui, je pense que les actions vont se poursuivre avec des sensibilisations pour que des gens ne soient pas trop exposés. Et les puits à grand diamètre dans nos ménages doivent être vus. On ne traite pas l'eau de puits. Ça, il faut que les gens se le disent, on ne traite pas l'eau de puits. On traite l'eau dans le ménage, on ne traite pas le puits parce que l'eau se renouvelle. Et quand elle se renouvelle, si vous jetez le chlore, quel que soit après, le taux de chlore dans l'eau va dissiper et puis vous n'aurez pas de résultat. Ah, on traite ça à condition qu'il y a inondation. Il y a une inondation, c'est-à-dire qu'il y a une diffusion importante de matière et il faut mettre pour pouvoir diminuer les charges et en ce moment, après, on peut récupérer pour traiter de façon simple dans les ménages. Nous disons merci au docteur Sani Amidou, ingénieur-chef division assainissement de base. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stan Teko pour la mise en ordre. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.